Bonjour tout le monde, merci à toute l'équipe de Format et à Centrale Vapeur de nous avoir invités aujourd'hui. Donc on va être vraiment dans une autre ambiance, plutôt ambiance chant grégorien que hip-hop, avec un projet qu'on est très heureux de vous présenter, parce que c'est un projet qu'on a fait... là on est deux à vous en parler, mais on est une équipe beaucoup plus élargie. On va vous en parler juste après. C'est un projet qui est fait pour une cathédrale, et donc qui aujourd'hui ne sort plus des murs ou de l'entourage de cette cathédrale. Et donc, en parler devant vous aujourd'hui, c'est aussi continuer de le faire exister. Donc, on est très heureux. C'est parti. Donc, on va vous parler cathédrale, typographie et design. Donc, en 2017, on est à quelques années en amont des 800 ans de la cathédrale de Metz, puisque l'anniversaire était en 2020. Et donc l'État, le ministère de la Culture, décide de lancer un avis d'appel à la concurrence pour, je cite, la conception d'une signalétique graphique originale pour l'espace intérieur de la cathédrale, monument historique majeur classé. À ce moment-là, l'objectif affiché, c'est à la fois une mise en valeur de la connaissance et du patrimoine du bâtiment, et une meilleure lisibilité aux accès aux différents espaces, le trésor, la crypte, etc. Des infos relatives à la vie du lieu, parce que c'est un lieu qui n'est pas désacralisé. Donc, de fait, il y a des messes, des voyages, des trucs de scouts, etc. Donc, il faut communiquer autour de ça. Et enfin, la refonte formelle des parcours patrimoniaux et spirituels de la cathédrale. Donc là, vous avez un exemple de ce qu'il y avait avant. Voilà, donc c'est un projet hyper large où il faut repenser vraiment comment la cathédrale communique à ses différents publics. Et donc, 3 équipes sont admises à concourir, dont notre équipe. Je voulais juste... Vas-y, pardon. Revenir en arrière. Reviens en arrière. C'est featuring Comics en MS. C'était un Grey Caddy et Comics en MS. Donc notre point de départ, il était là, quoi, à cet endroit-là du départ. Oui, on partait vraiment de zéro. Notre équipe à l'époque, donc nous on vivait à Metz, on était un collectif avec 2 autres personnes, Émilie Pompel et Xavier Pompel, sous le nom Nouvelle Étiquette. Donc ça, c'est vraiment l'équipe de designers graphiques de départ. On s'est associés pour penser formellement les supports du projet avec Jacob Lorenz de Generic Design à Montréal. Et enfin, venez compléter notre équipe Alejandro Lo Celso de Pampa Type, avec qui Francis travaillait déjà à ce moment-là et qui nous a accompagnés d'un point de vue typographique et qui vit en Argentine. Voilà, ça c'est l'équipe créative de base. Puis, on a appelé l'expertise d'autres corps de métier. Pour tout le travail sur la lumière, on s'est associé à Quartier Lumière. Et enfin, pour travailler sur le métal, parce que vous verrez qu'il y a vraiment... ça prend plein de formes différentes, ce projet. On s'est associé à Malinvo, qui est une autre entreprise. Donc ça, c'est pour l'équipe qui a conçu le projet. Et ensuite, autour de la table, c'est invité plein d'autres personnes. Donc je vais vous faire la petite liste et vous allez voir au fur et à mesure la complexité de nos échanges. D'abord, le préfet de la région Grand Est, la DRAC Grand Est, l'UDAP, unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Moselle, l'œuvre de la cathédrale, c'est-à-dire tous les bénévoles, c'est une asso et c'est les adhérents qui sont là pour promouvoir le lieu, restaurer certains trucs et faire en sorte que la cathédrale vive et continue d'exister dans son temps. L'évêque de Metz, le chapitre de la cathédrale, c'est-à-dire les 10 chanoines qui constituent les locataires actuels de la cathédrale, qui étaient donc évidemment invités autour de la table et faisaient partie des décisions qui étaient prises. Le ministère de la Culture, la ville de Metz, parce qu'au moment des 800 ans de la cathédrale, il s'agit de communiquer autour du projet, et donc ils ont participé aussi à l'élaboration de plein de choses. Et enfin, le département de la Moselle, à la fin du projet. Voilà, autour du patrimoine. Donc, autant vous dire que c'était plutôt... Ça a demandé beaucoup d'adaptabilité et de consensus. Et il a fallu être dans un réel échange et dialogue constant avec tous les interlocuteurs du projet. Le point de départ, quand on a répondu à l'appel à concurrence, ça a tout de suite été de dessiner une famille de caractères typos. L'idée qu'on a eue à la base, et c'est, je pense, qui a séduit le jury, c'était de donner une voix typographique à la cathédrale. Et ensuite, le deuxième point d'appui de notre proposition, c'était la cathédrale de Metz, c'est la cathédrale qui a les plus grandes surfaces de vitrail de toute l'Europe.
Donc on s'est dit qu'on avait envie de continuer cette histoire lumineuse qui préexistait au projet. Voilà, et donc tout ça, en respectant plusieurs temporalités. Il y a la cathédrale qui est là pour les touristes, mais il y a aussi la cathédrale qui est là pour les croyants. Donc en fait, on a tout cherché à rester en équilibre entre le visible et l'invisible. Et donc de respecter ceux qui venaient prier, et aussi d'être accessible et d'accompagner ceux qui venaient visiter. Donc, point de départ typographique, évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est avec les formes des lettres qu'on communique aux différents publics. Et donc, la typo a été vraiment le clé de voûte de notre projet, à partir de laquelle on a ensuite agencé les différents éléments. Donc, on a basé notre proposition sur une famille entière de caractères, qu'on va vous en parler après. Les sources, on est dans une cathédrale qui a 800 ans, donc autant vous dire que les inscriptions scripturales sont nombreuses. Donc, on a d'abord fait une sorte d'état des lieux de l'édifice. Donc, je vous montre quelques images. Donc, on s'est bien sûr inspiré des premières formes du gothique, puisque la cathédrale traverse les différentes formes du gothique, jusqu'à des formes plus modernes, car ça ne cesse de s'enrichir d'inscriptions. Et ensuite, autre source pour le projet, on s'est replongé dans des typos du début 20e, et notamment allemandes, parce que c'est une époque où, dans les alphabets, les caractères allemands coexistent à la fois du gothique et des linéales et des romaines. Voilà. Et donc, cette forme de période gothique tardive a aussi, pour nous, été le moyen d'amener un peu plus de modernité dans les caractères qu'on a dessinés. Voilà. Et donc, notre famille de caractères s'appelle cathédrale, et je laisse le typographe en parler. Alors, effectivement, ouais, vous m'entendez, ok. Effectivement, du coup, le premier membre de cette famille typographique qu'on a dessiné pour le projet, c'est donc Cathédrale Lumière. Pourquoi il s'appelle Cathédrale Lumière ? Parce que l'idée de ce caractère, c'était, enfin, sa destination principale, c'était d'être projeté directement sur les murs de la cathédrale. Donc c'est un caractère qui est dessiné par la lumière, qui est affiché grâce à la lumière, donc c'est cathédrale lumière. C'est le caractère qui est le plus visible dans la construction typographique qu'on a fait, dans la famille typographique. C'est un peu le caractère qui signe l'identité du projet et qui va quelque part faire un peu aussi identité pour la cathédrale. Enfin, il y a cette idée dans le projet que les caractères qu'on a dessinés sont distribués aux différents acteurs de la cathédrale, et donc ils peuvent servir par la suite. Et donc voilà, c'est un peu le caractère qui fait identité, en tout cas pour le projet. C'est un caractère qui est qu'on appelle monocaméral, donc qui est tout en capitale, qui n'a pas de bas de case, qui a que des lettres capitales, qui a beaucoup de lettres capitales, comme on va le voir, et qui est un caractère à faible contraste. Voilà, une linéale incise, donc il y a malgré tout une petite quelque part qui évoque le travail de la taille de caractère dans la pierre, quoi, qui va rappeler ces formats-là. Et donc voilà, comme je le disais, en fait, c'est un caractère qu'on a pensé avec Alejandro comme plutôt un lettrage numérique plutôt qu'une typographie classique. Et donc il y a énormément de variations pour chacune. Enfin, les lettres ont toutes plusieurs variations de formes. Et l'idée, c'était de traverser un peu les différentes formes, la richesse scripturale du gothique à travers ce caractère. Et donc on peut composer avec le caractère un peu sur mesure, soit en sélectionnant des variations pour chaque lettre, soit en activant des sets stylistiques qui vont permettre d'avoir des variations. Voilà, donc il y a cette idée-là de renvoyer aux différentes périodes du gothique et d'avoir un rapport à l'incise, à un caractère qui est gravé dans la pierre. En sachant du coup que c'est la méthode d'affichage du caractère, c'est donc les gobos. Donc un gobo, c'est un petit cercle comme ça en verre qui est gravé au laser. Et là où les lettres sont gravées, c'est la lumière passe. Là où vous avez le miroir, la lumière ne passe pas, quoi. Donc on a vraiment dessiné le caractère en faisant un peu des allers-retours entre les prototypes et des tests in situ dans la cathédrale où on faisait comme ça des tests de projection. Donc là vous avez le gobo à l'échelle 1 et la projection finale du caractère à l'échelle 1 aussi, du coup dans le lieu. Donc on passe comme ça un peu du minuscule au macro, du micro au macro avec le caractère, et donc on a fait pas mal d'allers-retours comme ça entre les deux. Et voilà, quand je parlais
d'un caractère qui a des grandes variations. Voilà, il est pensé comme une interprétation sensible de la richesse des gravures lapidaires du lieu. Et voilà, on permet, grâce à ce caractère, au fil des compositions, de s'exprimer avec des tons très différents. Donc en fait, on passe d'un caractère assez classique, en haut à gauche, à des capitales qui sont exubérantes, un style qu'on a appelé exubérant. Et entre tous ces styles, voilà, on a une sorte de degré d'exubérance qui va augmenter ou pas. Donc ça, c'est le premier membre de la famille. Le membre suivant, c'est donc Cathédrale Métal. Le premier s'appelait Lumière parce qu'il était affiché avec la lumière. Cathédrale Métal parce qu'il est gravé directement dans le métal des objets signalétiques que vous devinez en arrière-plan. C'est un caractère qui est destiné à la lecture plus immersive, pour des textes un peu plus longs, donc qui a un caractère un peu plus de labeur, qui accompagne le caractère de titrage. Là aussi, en fait, on fait une référence au gothique de manière un peu plus subtile. Donc, c'est ce caractère-là qui s'inspire un peu plus des caractères allemands du début du XXe siècle. Mais il a une référence comme ça aussi à la taille. C'est un caractère qui est plus taillé que dessiné, taillé dans le métal plutôt que dessiné. Il renvoie aussi au gothique parce qu'il est un peu plus condensé que d'habitude, il est un peu plus sombre que d'habitude. C'est un caractère aussi qu'on a dessiné avec une très grande hauteur d'X, donc il a des toutes petites descendantes, des toutes petites ascendantes, ce qui permet d'avoir un nombre assez important de lignes dans un espace assez réduit. Donc dans notre condition signalétique, c'était parfait, on pouvait inscrire pas mal de texte dans un espace petit. Voilà. Et là aussi, du coup, il y a eu un grand travail d'aller-retour en fait entre la production numérique, le dessin de caractère numérique, et la production de prototypes qui nous ont permis un peu de mieux définir quelles étaient les limites de ce caractère, parce que c'est un caractère qui est donc gravé chimiquement dans du métal et ensuite doré par un procédé sérigraphique. Donc il y a eu une production assez importante de prototypes qui ont influencé le dessin. Et de manière générale, dans le projet, en fait, ces allers-retours de prototypage de gravure chimique, ça a été extrêmement important. Voilà, on s'en est aussi servi pour tester la reproduction d'images avec différents types de bitmaps. Et voilà, comment est-ce que ça marchait aussi pour les plans, pour de la reproduction photographique au sein du projet. Donc il y a vraiment eu un aller-retour comme ça constant entre les deux. Et puis le tout dernier membre de la famille, c'est un peu une extension de cette double famille. C'est Cathédrale Enluminée, donc c'est une série d'enluminures. Voilà, on s'est laissé un peu emporter par le projet. On a décidé d'aller encore plus loin et de proposer quelque chose qui était un peu plus libre, un peu plus malicieux, un peu plus détendu aussi dans le projet. Donc c'est directement, ce caractère, il est directement inspiré par le bestiaire un peu chimérique médiéval qu'on peut trouver dans la cathédrale, dans les bas-reliefs, dans les sculptures, et qu'on appréciait nous beaucoup parce qu'il y avait une sorte de liberté de ton dans ces sculptures qu'on ne retrouvait pas dans le rapport contemporain à la cathédrale qu'on avait. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui c'est un lieu qui est assez, voilà, dans lequel on est silencieux, respectueux, etc. Et le bestiaire médiéval et les sculptures médiévales avaient utilisé un ton qui était beaucoup plus libre et beaucoup plus malicieux. Voilà. Donc on voulait rendre hommage aussi aux bâtisseurs des cathédrales et aux sculpteurs et sculptrices de la cathédrale. Donc voilà, on s'est inspiré du coup directement de sculptures qui étaient présentes à Metz, mais qui étaient aussi présentes ailleurs, hein, dans d'autres cathédrales gothiques. On a pas mal aussi évidemment regardé les manuscrits médiévaux pour faire une série de dessins. Alors ça, c'est un travail qui a été mené directement par Julie. C'est Julie qui a dessiné tous les gugus de la cathédrale. Et à partir du coup de Cathédrale Lumière, voilà, tout un ensemble de choses chimériques et plus libres, quoi, en fait. Et ça, c'est un caractère qui existe en deux versions. Il y a une version qui est monochrome, qui est ici. Donc, l'ensemble des lettres, des chiffres, et puis quelques bonus, l'esperluette, une ligature au E, enfin quelques bonus en plus. Et puis il y a aussi une version bichrome, donc une version qui peut être composée en deux couleurs, où on peut séparer les gugus des lettres, quoi, et donc utiliser ça en deux couleurs. C'était un peu un défi aussi à ce moment-là, parce que souvent ce principe-là de bicolore, en tout cas pour les graphistes, ça veut dire utiliser deux calques différents pour construire une typo en deux couleurs. Là, puisqu'on allait livrer ces caractères à des gens qui utilisaient Word, hein, là aussi c'est les mêmes problématiques.
là, on s'est servi des fonctions OpenType pour faire en sorte que, juste en faisant une ligature, en tapant 2 fois la lettre, hop, on avait un remplacement par une autre, par cette ligature-là, ce qui nous permettait très facilement en fait de sélectionner une partie ou une autre et de changer la couleur. Donc c'est utilisable dans Word, enfin c'est utilisable très facilement sans avoir à passer par tout un système de calque. Et voilà donc un peu le résultat qu'on peut obtenir sur cet ensemble qui est plus du coup voilà plus malicieux, plus avec des lions, avec des chimères, avec des licornes, avec tout ça quoi. Et voilà, je te repasse la parole, Julie. Donc pour la typo, qui nous a occupé pas mal de temps, 2 années de dessin à peu près jusqu'à vraiment la livraison du projet. Et ensuite, donc, en même temps que la typo se dessinait, le travail sur les objets et le reste du parcours, ça bug un peu ? Ça va. A continué. Voilà. Donc là, on va vous montrer très rapidement des formes d'étapes. Donc on a un peu sélectionné, mais des formes d'étapes de travail jusqu'à l'aboutissement projet final. Donc d'abord, parcours spirituel. Donc au tout début, on avait imaginé des stèles, des sortes de stèles comme ça verticales, qui pouvaient accueillir le parcours patrimonial à l'origine. Donc c'était dans la pierre de Jaumont, qui est la pierre caractéristique de Metz. Et voilà, c'était des formes qui pouvaient être pas autoportantes et qui pouvaient circuler comme ça dans l'espace. Et il y avait, dès le début de notre projet, l'idée d'insérer la lumière avec des systèmes de plaques rétroéclairées. Parce que je vous disais tout à l'heure qu'on cherchait l'équilibre entre être visible et invisible pour respecter un peu tout le monde. Et donc là, l'idée, c'était que les parcours étaient lumineux et apparaissaient au moment des visites. Et tout notre parcours s'éteignait au moment des messes. Donc tout disparaissait. Mais ça a très vite posé problème parce que le chapitre, donc c'est-à-dire l'ensemble des chanoines qui sont les locataires de la cathédrale et qui avaient rédigé les textes des parcours qui existaient avant, ont tout de suite demandé à ce que le parcours spirituel soit gravé dans le métal. Nous, notre projet, c'était le patrimonial gravé, comme on grave dans la pierre, gravé dans le métal, et le spirituel issu de la lumière, donc projeté sur les murs. Mais dès l'origine du projet, on a dû tout de suite faire consensus et repartir de zéro et changer le rapport qu'on avait au métal et à la lumière. Donc nous avons repensé les contenus. On a ensuite envisagé des formats qui s'intégraient directement à l'architecture, c'est-à-dire qu'en fait on définissait les points du parcours, on prenait une mesure du relief et on redécoupait le métal sur mesure pour chaque endroit précis. Mais là, il y avait un problème d'implantation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toujours exactement se mettre à l'endroit qui parlait de tel parcours. En fait, c'était trop problématique, trop compliqué. Et donc, on est finalement revenu à des prismes autoportants. Donc, vous remarquez qu'entre chaque étape, ça s'affine et ça s'élance vers le ciel. Et donc, on finit avec des prismes en acier Corten, qui s'élancent comme ça avec une pointe. Et l'idée, c'était de placer le prisme vers l'endroit dont il parlait. Et donc, je vous montre quelques images de ce que ça donne à la fin. Donc, par exemple, là, le prisme de la croix désigne la croix dans la cathédrale. Voilà, et c'est un parcours de 16 prismes qui vient ponctuer la visite au sein du lieu. Ensuite, le parcours lumineux, donc qui vient compléter les prismes en acier. Donc, le parcours spirituel, au final, est composé des prismes en acier, des 16 prismes en acier, et de phrases qui viennent être projetées sur les murs et qui viennent respirer comme ça, qui s'allument très doucement et qui s'éteignent très doucement et qui viennent ponctuer la visite des gens qui visitent la cathédrale. Donc avec des spots et des gobos comme Francis a parlé tout à l'heure. Donc là, c'était pareil, hein, les prototypes, donc ça, je reviens pas là-dessus. Mais donc l'idée, à l'origine, le parcours lumineux, c'était censé être des courtes phrases. Alors, je me remémore, mais à l'origine, c'était des phrases qui parlaient, qui étaient directement extraites de la Bible. Ensuite, vu que le parcours spirituel est passé sur les prismes, on a cherché à redéfinir les contenus de ce parcours-là. On a imaginé qu'on pouvait inscrire des phrases historiques, par exemple, issues de textes d'anciens conservateurs ou d'historiens ou de voyageurs qui, je sais pas, au 19e, au 18e, ont visité la cathédrale. Mais on n'a pas réussi à faire de consensus sur les sources. On a ensuite invité une autrice à venir faire une résidence à Metz et écrire un texte sur mesure pour la cathédrale. Donc c'est Hélène Gianecchini, qui a écrit un texte magnifique. Donc elle a écrit un texte, elle a ensuite découpé en 16...
une douzaine d'extraits. On a fait toute l'implantation, donc on avait défini tous les endroits, comment on les projetait, d'où on s'accrochait pour les projeter, etc. Et en fait, au final, au moment de lancer les gobos, il y a eu marche arrière sur le projet. Et le chapitre s'est opposé à ce qu'on diffuse un texte qui n'était pas un texte religieux sur les murs de la cathédrale. Et donc on est revenu aujourd'hui à des psaumes de la Bible qui sont projetés sur les murs. Donc ce texte existe, vous pourrez le découvrir dans notre atelier si vous voulez. Voilà, donc on a bataillé longtemps pour essayer de faire exister un texte contemporain d'une femme sur les murs de ce monument magnifique. On a perdu la bataille, c'est pour notre part une grosse déception dans ce projet. Voilà, tout à l'heure Ben et Joe disaient qu'il fallait faire des compromis. Bon ben voilà, ça c'était un de nos gros compromis. Ensuite, le parcours patrimonial. Donc, au final, on se retrouvait avec gravé et projeté du spirituel. On avait en cours de projet, donc là, on est autour de 2019. On ne sait plus trop où mettre le patrimonial. Donc, il a fallu encore une fois redéfinir les choses. Donc, d'abord, on avait pensé des structures autoportantes qui pouvaient être disposées dans la cathédrale. Puis, très vite, est venue l'idée de s'insérer dans les espaces vides, des ogives, des endroits vides de la cathédrale, et de venir avec le métal s'insérer dedans. Et en fait, assez rapidement, il y a une chapelle qui est désacralisée au sein du lieu, qui est à l'entrée. Et très vite, l'idée de s'intégrer dans cette chapelle, d'en faire un espace patrimonial est apparue. Et c'est là qu'apparaît le patrimonial. Donc ce n'est plus un parcours, le patrimonial n'est plus un parcours, c'est un espace. Et donc cette chapelle est devenue l'endroit idéal pour nous. Et donc je vous montre les images. Donc on garde cette idée de s'intégrer dans l'architecture. Donc il y a 3 grandes ogives qui sont comblées en métal. Et les monuments historiques et la DRAC nous ont composé les textes pour qu'on puisse mettre en valeur le patrimoine là-dedans. Et il y a aussi le département de la Moselle qui est intervenu en fin de projet pour cette maquette que vous voyez là, qui retrace toutes les différentes périodes de construction de la cathédrale, donc depuis 1220, avec un code couleur. Voilà, donc c'est composé avec les différents membres de la typo. Je vous montre des images. Voilà, et pour finir, je passe rapidement. Donc, en dehors des parcours, il y avait aussi toute une forme de petits objets signalétiques, montrer où était la crypte, montrer où était le trésor, la boutique, ce genre de choses. Donc voilà, donc il y a Jacob de Generic Design qui a aussi designé tous les objets qui viennent accompagner les parcours et les messages. Voilà. Je repasse la parole à Francis pour une petite conclusion. Ouais, rapide. Voilà, du coup, le projet aujourd'hui, donc, il se décline autour de ce parcours qui est patrimonalo-spirituel, c'est-à-dire qu'il mélange un peu les deux. Ce texte, au départ, il va vous parler de la chair à prêcher en tant que telle, mais aussi un peu de la symbolique qui est derrière. Donc, c'est ces 16 prismes qui sont là. Il s'articule avec cet espace patrimonial, du coup, où là, on est vraiment dans du texte purement patrimonial, mais voilà, en cohérence avec le projet et cette maquette imprimée en 3D. Il y a évidemment les projections sur place aussi qui sont là, le parcours spirituel voilà, avec les projections. Et on a livré le caractère aussi. Donc ça, c'est les existences typographiques qui ont été maîtrisées. Et aujourd'hui, on est super content parce que le chapitre ou le diocèse, en fait, je ne sais pas qui a fait ça, mais voilà, s'en empare aussi. C'est aussi le jeu de quand on dessine un caractère typographique, il est livré et du coup c'est un outil. Et en fait, je crois que, c'était une de nos craintes que cet outil soit pas utilisé, quoi. Donc aujourd'hui, il est utilisé avec tout ce que ça implique d'amateurisme et de vernaculaire et en fait, on a évidemment édité un guide d'utilisation de la typographie qui est absolument pas respecté. Enfin voilà, c'est très voilà. Mais en fait, moi, ça nous rend très heureux de voir ça parce que ça veut dire qu'il s'en empare, qu'il l'utilise et qu'en fait, il est adopté par les utilisateurs de la cathédrale. Donc ça, c'est un peu voilà, on est très content. On voit qu'apparemment il fallait quand même une sans sérif en plus qu'on n'a pas dessiné puisqu'ils le rajoutent. Bon voilà, c'est une autre façon d'utiliser les choses, mais voilà, ça nous rend super heureux en fait de voir que ce caractère est utilisé. Voilà, merci. Et oui, juste j'en profite, notre atelier est ouvert, donc c'est l'atelier bois qui est juste à côté de la performance de Nicolas et
en chemin vers l'expo d'affiches. On montre aussi les caractères, on montre quelques prototypes, etc. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour pendant le festival. Voilà, pardon, merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, évidemment, on sera heureux d'y répondre. Une question. Ok. Vous m'entendez? Ouais. Vous avez parlé du caractère un peu plus où les artisans se lâchaient pour les gargouilles et tout. Et par exemple, quand je vois le M, je me demande s'il n'y a pas eu un peu des réticences à ce que vous intégriez des gargouilles un peu comme ça dans la typo. Bah, étrangement, non. Donc je sais pas s'ils l'ont regardé de près, mais en fait, on le voit, ils l'utilisent, donc ils l'ont vu depuis, hein, c'est sûr. Mais en fait, ce M précisément, c'est une figure qui est utilisée dans les cathédrales, qui est utilisée en sculpture. Et donc, pour le coup, celui-ci, nous, on l'adore évidemment, hein, c'est notre préféré. Hein, enfin, mais en plus de ça, c'est vraiment une représentation médiévale qui était utilisée, quoi. Et donc, en fait, les chanoines, la plupart du temps, ont conscience de ça. C'est même, en fait, ils nous ont montré certaines sculptures un peu grivoises qui étaient dans la cathédrale. Ça les fait sourire, évidemment. Enfin, pour le coup, cette partie-là du projet n'a pas connu de problème ou enfin n'a pas reçu trop de freins. Évidemment que ce M nous on utilise tout le temps, on en a proposé un autre au sein de la typographie. C'est-à-dire que si vous devez écrire mess ou merci, etc. avec la typographie, c'est possible de ne pas avoir ce M là, quoi. Donc en fait, je sais plus si c'est celui-là de base. Mais on a dû mettre l'autre et celui-là c'est une alternative. Enfin voilà. Mais nous on l'utilise beaucoup, mais non, en fait, sur la typo en général, à partir du moment où le projet, le fait d'avoir une famille typographique était validée, honnêtement, c'est une chance, hein, mais on a eu vraiment une carte blanche quasiment totale sur le dessin. C'est-à-dire que on n'a eu aucune discussion là-dessus. On a eu beaucoup de discussions sur plein d'autres choses, mais sur la typographie, en fait, une fois que l'idée avait été acceptée et que voilà, qu'ils étaient partants, après le reste s'est déroulé sans aucune. Voilà, ça peut aussi être parfois un peu déroutant parce qu'on aime bien en fait quelque part quand enfin pas trop, mais en même temps c'est moteur aussi quoi d'avoir des retours, et là en l'occurrence c'était une carte blanche totale. J'ai l'impression que c'est un projet un peu complexe qui prend plein de directions et on ne comprend pas toujours si c'est vous, si ça vient de vous, si ça vient des commanditaires. Et je pense notamment à l'idée de la résidence et de l'écriture d'un texte contemporain. Ça, c'est quelque chose qui venait de vous? Oui, là c'est... Ok. Oui, en fait, on était un peu dans une impasse avec cette histoire de texte. Et voilà, l'équipe a eu l'idée de se dire, ok, ben dans ce cas, faisons du contemporain, faisons quelque chose qui n'existe pas. Parce que voilà, on avait des sources, mais c'était par exemple, des sources où il y avait d'autres textes qui pouvaient être problématiques aujourd'hui. Enfin, c'est toujours un peu compliqué d'utiliser des textes historiques. Et ça, par exemple, ça venait complètement de nous. On l'a proposé, ça passe des copiles, et puis hop, des réunions. Et en fait, on n'est jamais sûr de rien dans ce type de projet. Il y a tellement d'interlocuteurs autour de la table que vraiment quelque chose on a bossé, je sais pas, 6-7 mois avec ce texte, et paf, d'un coup, il disparaît du projet. Mais oui, généralement, en fait, toute l'équipe, on a toujours essayé de rebondir. Il y a eu plein d'embûches, et à chaque fois de rebondir en inventant autre chose, en proposant autre chose. Parce qu'on avait... voilà, ça a duré 4 ans. On avait vraiment à cœur que ça sorte à un moment, ce projet-là, quoi. Donc oui. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup à vous pour cette présentation.